Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la vidéo news numéro 116, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. J'en ai eu de l'actualité ludique, là je reviens de Paris Ludique, le grand festival parisien qui reprenait après 2 ans d'absence. C'est vrai. Et je suis très content de l'avoir fait. C'était la 10e édition en plus, donc ça a de la valeur quand même. Exactement, il s'est passé plein de choses, on a remis la patate d'or. On vous en parle peut-être très rapidement dans la partie Notre Actu, puisque vous le savez, dans cette vidéo on vous parle de l'actualité du monde du jeu, les jeux qui sont arrivés dans vos boutiques, ceux que nous avons découverts. On va mettre quelques jeux sur la table, on va vous les présenter plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Et juste avant, on reviendra sur les sorties et on parlera peut-être d'un jeu plus ancien en fin de vidéo. Et on l'avait annoncé la semaine dernière, cette semaine c'est aussi la finale de la boîte mystère. Donc Exactement. on va tirer un nom parmi tous ceux qui avaient été sélectionnés ces dernières semaines. Ça veut dire que vous allez avoir un gagnant, on va avoir un gagnant. Et donc la semaine prochaine, on réinitialisera une nouvelle boîte mystère. On le dit chaque semaine, cette émission elle fonctionne grâce à vous, grâce à nos abonnés, puisque vous êtes les sponsors de cette vidéo. Et cette semaine, on a 3 nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Il s'agit, alors ce n'est pas des nouveaux, on connaît ces noms-là, mais régulièrement ils font un petit don. Un grand merci à Bruno RTL, à Mental Vortex et à Arnaud V. Alors on met pas les noms cette fois-ci dans la boîte mystère, tu peux la sortir quand même. Hein. C'est pas la boîte mystère, c'est le petit chalet. Oui, parce que c'est la finale cette semaine, donc en fait on va réinitialiser ce petit chalet avec les noms évidemment des gens qui nous soutiennent. Vous serez dedans évidemment, tous ceux qui ont un abonnement en cours. On va enlever les noms qui sont à l'intérieur, on va tout réinitialiser pour la semaine prochaine, on commence une nouvelle boîte mystère. Et comme d'habitude, on termine en remerciant notre sponsor Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, la nouveauté, c'est Tigris et Euphrate. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisque c'est un grand classique de Rainer Knizia. C'est pour ça que j'ai eu envie de revenir sur un autre grand classique de Rainer Knizia dans la rubrique dans laquelle on revient sur des jeux plus anciens, la rubrique dans le rétro. Ancien. Aussi. J'ai dit en chien? T'as dit en chien, mais toi tu t'en es rendu compte. Pourtant ça n'a aucun rapport avec les chiens du tout. C'est pour la fin de cette vidéo. Et comme toujours, on commence par les sorties de la semaine. C'est le cas de Acropolis. Il s'agit d'un jeu de Jules Messot qui sort chez Gigamic, illustré par Pauline Détraz. On va pas en dire plus maintenant. Mais oui, on va le présenter. On le zoome juste après dans la suite de la vidéo. On enchaîne avec une histoire extraordinaire, c'est pas tout à fait une sortie de cette semaine, mais j'avais loupé la semaine de la sortie et j'ai croisé Damien Marquis qui me l'a signalé à Paris Ludique, donc pas de problème. De toute façon, les dates de sortie, c'est un peu fluctuant en fonction des boutiques. Celui-ci est sorti en juin, on est en début juillet, il n'y a pas beaucoup de retard. Il s'agit d'un jeu dans lequel nous allons nous raconter une histoire autour de la table en jouant des cartes sur lesquelles il y a des petites indications qui vont vous donner un sens. Ce qui est rigolo, c'est que dans ce jeu, une fois qu'on a joué ces cartes, qu'on a raconté un bout d'histoire, le joueur suivant va prendre le paquet, va le mettre dans l'autre sens et va devoir se rappeler de la carte, de l'histoire précédemment racontée. S'il y arrive, il pourra rajouter et on va continuer comme ça. Ça peut être très très rigolo autour de la table. Et c'est un jeu qui est pas sans rappeler Histoire sans fin, deux jeux qui étaient sortis, 2 boîtes qui étaient sorties chez Atalia il y a quelques semaines, et on en avait parlé, c'était pareil, ce même principe de raconter des histoires. Je crois qu'il y en aura d'autres qui vont sortir dans cette collection, c'est un de nos très très gros coup de cœur, Histoire sans fin, donc on le met toujours en avant dès qu'on en a l'occasion. Explorons la jungle, c'est un jeu qui sort chez Space Coast, c'est un jeu de Erwan Morin et Robin Rossigneux, et c'est pareil, Aline va vous en parler plus tard dans la vidéo. Chez Lucky Duck Games, 2 petits jeux sortent dans des petites boîtes, des jeux pour 2 joueurs tous les deux. Ils ont cette particularité, ils ont des thèmes qui sont très différents. Papillon Céleste, c'est un jeu qui est signé par Joël Lewis, vous avez compris le thème. Les papillons. Ah, c'est très bucolique, c'est bien à la mode ce genre de thématique en ce moment. Le second, c'est peut-être moins à la mode comme type de thématique, mais on en a beaucoup vu par le passé. Bestiole en guerre, on va se faire la guerre. Alors ce sont 2 jeux de cartes assez malins. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces jeux sur notre chaîne. Il y a quelques semaines, on vous avait parlé du jeu Cache ton cache chez l'éditeur Grandpabex Games. Eh bien, ils reviennent aujourd'hui avec Skull King, c'est un jeu de pli et de pari. On risque de vous en parler rapidement sur la chaîne. Depuis le confinement, il y a une mode des puzzles qui est arrivée. Qui est revenu complètement parce que les gens font plein de puzzles. Alors nous, sur notre chaîne, c'est pas notre cœur de cible. Hein. On va pas citer tous les puzzles qui sortent chez Ravensburger, chez toutes les marques classiques. Chez Yellow, la semaine dernière, on en avait cité exactement, il y en a quelques-uns. Ouais. Yellow, Loki font des puzzles, c'est le cas de celui-ci. Et
On les signale parce que ce sont des éditeurs de jeux de société qui ont des approches qui s'apparentent aux jeux de société. Dans la gamme Yellow, par exemple, on va avoir des twists à l'intérieur avec des petites énigmes. C'est ce que j'allais dire, voilà, on n'est pas seulement sur le puzzle traditionnel que vous connaissez, là on a vraiment le petit côté moderne qui vient s'y ajouter et qui est plutôt intéressant à découvrir. Dans la gamme enfant, donc chez Loki, nous avons des petits personnages, en plus c'est Loki qu'on va retrouver à chaque fois. Donc là on est plus dans le jeu que dans le jeu de société à proprement parler, quoique un puzzle avec des enfants, ça se fait parfois à plusieurs. Il y a 3 jeux qui sont sortis, un pour les 4 ans, un pour les 3 ans et un pour les 5 ans avec un nombre de pièces variable. Ça va de 25 à... ça va de 12 à 70 pièces. Et comme d'habitude, on poursuit avec le jeu qu'on n'a pas, c'est le cas de Exploding Minion, édité par Exploding Kittens, un jeu qui a remporté un grand succès. Et donc là, on est encore une fois sur un petit jeu de cartes très simple et très déjanté. Autre jeu qui sort cette semaine, c'est Jurassic World, qui est signé par René Groen, qui est édité par Just Game. On a déjà parlé de Jurassic Park, qui était sorti chez Ravensburger. Ouais. C'était un jeu compétitif. Il y a des dinosaures, donc il fallait faire attention à ce qui se passait avec les dinosaures. Cette fois-ci, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez développer votre parc. Ça a l'air relativement accessible. Ça se joue en moins d'1 heure. À partir de 12 ans, on ne le connaît pas, donc on vous signale sa sortie, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Et enfin, du côté des festivals, cette semaine, vous aurez la possibilité de jouer l'été à Villeurbanne dans le 69 et également les 30 heures du jeu à Ciel 71, encore un coucou à Serval. Et à partir de la semaine prochaine, il y a le Flip, le festival de Parthenay. C'est un des festivals les plus importants de l'été. Pas mal de monde vont passer des vacances là-bas à Parthenay pour passer un bon moment. Donc on vous l'annonce, on vous en reparlera parce que ça va durer un certain temps. Ça dure du 13 au 24 juillet. Et en fait, c'est plus qu'un festival, c'est vraiment, carrément, tu me disais, toute la ville qui était vraiment aux couleurs du festival, avec des boutiques dans lesquelles on a des jeux, des choses comme ça. C'est à faire. Gigamic nous propose Acropolis, c'est un jeu de Jules Messot, et donc Jules Messot vous le connaissez peut-être parce qu'il est venu récemment nous voir chez un monde de jeux pour nous présenter Complice. Ah bah oui, et puis il signe plusieurs jeux. En ce moment, oui. Et des jeux qui rencontrent un certain succès d'estime, c'est le cas d'Acropolis, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres réseaux sociaux, parce que les gens en parlent énormément actuellement. On l'a reçu il y a quelques semaines, on remercie vivement Gigamic qui nous l'a envoyé, ça nous a permis de travailler un petit peu dessus, travailler pas du tout, de jouer, on s'est bien amusé, et il a pas mal tourné sur nos soirées jeux, puisque ça fait partie de ces jeux très simples à expliquer, qu'on sort facilement, auxquels on a envie de jouer, qui sont vraiment agréables dans la mécanique. Je suis déjà en train d'avancer sur la deuxième partie, mais on va commencer par expliquer un peu le jeu. Ouais, donc tu disais que c'était très simple, et c'est le cas, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire sa cité de manière la plus harmonieuse possible pour en fait tenter de marquer un maximum de points. Et donc on le voit ici, on a à chaque fois des tuiles avec différentes couleurs, et donc chaque type de couleur va correspondre à un scoring différent. On est dans la grande famille des jeux de pose de tuiles. Oui. Parce qu'il y en a quelques-uns comme ça. Il y avait l'ancêtre Taluva, King Domino, c'est aussi un jeu de pose de tuiles. Ça fait partie de cette famille-là. C'est pas le même que tous ces jeux-là. Il y a un système de scoring relativement simple. Et surtout, une mécanique, le cœur du jeu est vraiment ultra rapide à expliquer, ce qui fait que vous allez pouvoir le sortir très rapidement avec n'importe quel public. Oui, c'est familial comme jeu, clairement. Même s'il y a quand même une réflexion qui fait qu'on s'ennuie vraiment pas, il y a pas mal de petites choses à voir, et notamment aussi des petites variantes qu'on peut ajouter pour complexifier un petit peu la règle. Et donc c'est très simple. Au début de mon tour, donc là j'ai une pierre parce que je suis le premier joueur, j'ai la possibilité de prendre des tuiles. La première tuile est gratuite. Si je veux prendre la deuxième tuile, je vais devoir payer une pierre. Si je voulais prendre la troisième tuile, j'aurais dû payer 2 pierres, ce que je n'ai pas, etc., etc. Donc par exemple, je prends la deuxième, je dépense ma pierre, et ensuite je vais simplement devoir la placer dans ma cité. Mon tour est terminé, c'est à Martin de jouer. On va continuer à jouer comme ça. Vous voyez qu'il y a pas mal de tuiles qui sont posées à côté du plateau de jeu. Dès qu'il n'y en a plus, on va remettre un autre. Dès qu'il n'y en a plus qu'une. Dès qu'il n'y en a plus qu'une, on va remettre un autre paquet de tuiles. On va avancer comme ça. Et à la fin du jeu, nous allons faire notre scoring. Et le scoring va être basé sur un système assez simple. Nous avons des tuiles sur lesquelles il y a des étoiles. Ces étoiles permettent de marquer un maximum de score en fonction du système de points qui est attribué à cette couleur. Donc là, j'ai 2 points multipliés, 2 étoiles multipliées par le nombre de conditions que je vais avoir sur les tuiles jaunes. Et les jaunes, c'est les tuiles isolées. Exactement. Par exemple, là, on voit que j'ai ici 2 tuiles qui sont isolées, donc c'est une jaune qui ne touche pas une autre jaune. J'ai 2 étoiles. En fin de partie, je marquerai donc 2 x 2, je marquerai 4 points, ce qui n'est pas génial. Ce qui peut être mieux parce que tu as la possibilité également de poser des tuiles par-dessus d'autres tuiles. Si jamais je mets une jaune, alors ça serait un peu mal parce que je vais recouvrir une jaune ici. Je vais le mettre ailleurs là, comme ça. Bien joué. Hop, on n'a pas le droit de recouvrir exactement la même tuile, mais on peut faire des chevauchements. Celle-ci, elle a un niveau 2, donc elle vaut 2
pour C'est ça. elle-même. Donc là, ça ferait 2, couche 3, supplémentaire. 4 fois 2, je marquerais déjà 8 points. Donc ce qui est déjà mieux. Et donc c'est là toute la logique du jeu, c'est qu'on va essayer de s'étendre, bien sûr, mais on va surtout essayer de monter en niveau pour avoir un maximum de score, de multiplication de score. Peut-être que vous avez intérêt à vous spécialiser dans une couleur donnée pour maximiser son scoring et avoir le plus de points possible. Alors ça va vraiment dépendre, parce que moi j'ai souvenir d'une partie où justement on a un joueur qui a foncé sur le bleu, et j'ai même eu peur à un moment donné de me dire mais je laisse tous les bleus, et au final il n'a pas gagné, parce que c'est pas forcément la stratégie gagnante. Parce que c'est un jeu d'opportunisme, ça va dépendre clairement de comment ça fonctionne sur le card draw par exemple, ça va dépendre de ce que font les autres, si on te laisse complètement faire, tu as peut-être des chances de gagner plus facilement, et puis de ce qui arrive, parce que si tu as facilement des étoiles dans une couleur donnée, ça vaut toujours le coup de le faire. Donc sur les autres scoring, pour le bleu, on va essayer de faire des tuiles qui sont adjacentes, qui forment une grande ligne. Il faut faire la plus grande zone possible en bleu, c'est ça? Pour les rouges, ce sont des tuiles qui sont en périphérie de notre construction, donc on des bords libres. Celle-ci. Pour les violettes, c'est chacune de nos tuiles qui est complètement entourée, qui scorera. Là, c'est pas très gagnant. Et pour les vertes, ce sera chaque tuile qui rapportera des points. Mais évidemment, des tuiles vertes, chaque tuile posée rapportera 3 points, donc elles valent plus de points, mais on voit qu'il y en a beaucoup moins dans le jeu, donc forcément on va essayer de se ruer dessus. Donc voici pour le système, on a survolé, mais on a déjà quasiment tout expliqué. Pas mal de choses, les détails qu'on n'a pas expliqués, comme par exemple le fonctionnement de ces petits cubes, comment on en récupère. On va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va vous perdre plus qu'autre chose, en sachant que c'est pas bien compliqué, en réalité, c'est juste qu'on vous fait pas une explication complète. Tu l'as dit, il y a des variantes, des petites variantes qui vont ajouter une petite couche supplémentaire quand vous maîtrisez le jeu de base. Exactement, et que vous avez envie d'approfondir tout simplement. Sachant que les variantes, en fait, elles vont correspondre à chacune des couleurs. Oui. Par exemple, on peut simplement dire, on rajoute simplement la couleur bleue, qui dit si vous avez un plus grand groupe, si votre plus grand groupe de bleu a une valeur de 10, vous marquez des points en plus. Et vous pouvez dire, ok, on va simplement jouer avec ça. Ou alors, on va rajouter aussi les vertes. Donc, vous modelez un peu le jeu comme vous voulez. C'est un jeu qui est facile à découvrir, qui sort à la bonne période de l'année, je trouve. Parce que c'est vraiment le type de jeu auquel j'ai envie de jouer en soirée d'été. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de saison dans le jeu de société, mais plus facilement, moi en hiver, j'ai tendance à être attiré par les gros jeux, peut-être parce qu'on est habitué avec Essen, quand les jeux plus volumineux sortent à cette période-là. Regarde, là, c'est le soleil, c'est l'été, c'est la Grèce. Mais en fait, ça va super vite. Une partie, ça dure une demi-heure. À peu près, même moins. Ça marque 25 minutes. Ouais, c'est ça, ça va très très vite. Donc c'est le jeu qu'on peut sortir rapidement quand, tiens, c'est pas encore l'heure de manger, il reste une demi-heure, on se fait pas un petit Acropolis. Ça rentre parfaitement dans cette circonstance de jeu, tout simplement. C'est un jeu qui m'a bien plu. Alors il n'y a pas énormément de sensations nouvelles. Moi j'ai trouvé que c'était plein de mécaniques que j'avais déjà rencontrées dans d'autres jeux, mais le mélange est très réussi. Mais qui s'imbrique très bien. Voilà, donc pour moi c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Moi ça rentre aussi dans ma ludothèque. J'aime beaucoup ce côté, tu parlais de opportunisme, en fait c'est vraiment ça. À mon tour de jeu, voilà les tuiles qui sont devant moi, voilà l'argent que j'ai, les ressources que j'ai pour acheter les tuiles, laquelle me semble la meilleure à prendre. Et donc j'aime bien ce petit côté-là. On observe un peu ce que font les autres, on peut essayer parfois de les bloquer, mais le cœur du jeu c'est vraiment de s'amuser à construire la plus belle cité possible devant soi. On se retrouve avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Pour vous parler d'un jeu qui vient de paraître chez Spaceco, c'est Ourson Taquin, un jeu de Marie-Wilfried Faure. Et c'est pas le premier jeu dans cette gamme, il y en avait déjà un qui était paru précédemment que tu es allé rechercher. Oui, c'est Chipop, et on voit bien que c'est une gamme puisque ça fonctionne de la même façon. Dans les deux cas, on va avoir une boîte qui se déplie, un petit plateau de jeu qui va être aussi intégré au jeu. Et dans les deux cas, il s'agit d'une version moderne et adaptée aux enfants d'un jeu plutôt abstrait. Oui. Ici dans Chipop, c'est une nouvelle version vraiment adaptée du jeu de dames, et dans Ourson Taquin, c'est une version du taquin justement. Oui, ça utilise la mécanique du taquin, après ça va au-delà, pour les deux jeux, c'est pas ni le jeu de dames ni le jeu de taquin, vous allez voir qu'il y a un matériel moderne, une thématique aussi, parce que là on parle de jeu abstrait. Oui, il y a une histoire en fait qui est adaptée à cette mécanique. Vous voyez qu'on a installé les tuiles selon la disposition qui est prévue dans la règle. Il va y avoir plusieurs dispositions possibles. Celle-ci, c'est celle de départ. Et on a ici des petits oursons qu'il va falloir emmener de l'autre côté en coopération. Et c'est un jeu qui est quand même assez tactique. Ça va pas être si simple que ça d'emmener les oursons sur le bon endroit. D'ailleurs, on voit que les couleurs, elles correspondent pas systématiquement à la même colonne. Et ça, même nous, adultes, on l'a pas intégré. Oui, à la première partie, on a fait quelques erreurs. Alors c'est quand même un jeu enfant puisqu'il est régi par des lancers de dés. Il y a une part de hasard qui correspond très très bien aux enfants. Ça leur permet aussi de ne pas avoir trop de stratégies à mettre en place. À chaque lancer, il va falloir exécuter les actions qui sont indiquées par les dés. Ici, je peux bouger un ours bleu qui peut sauter sur un morceau de banquise. Puis, je peux déplacer un élément. Alors là, j'ai pas la possibilité parce que comme tu l'as dit,
on se base sur le principe du taquin, il faudrait qu'il y ait une tuile en moins. De temps en temps, notre dé va nous indiquer de supprimer des tuiles. Donc si à mon tour, je suis obligé de supprimer une tuile, je peux choisir de supprimer celle-ci, par exemple. On la remet dans la boîte. Et si plus tard, j'ai un petit nuage qui souffle, le vent qui souffle, on pourra déplacer une tuile, soit celle sur laquelle il y a un ourson, et ça permet de le ravancer de son objectif, soit même une tuile qui n'a pas d'ourson. Là, celle-ci, on pourrait déplacer celle-là. En vrai, ça ne m'arrange pas trop. Là, j'ai très mal joué, mais c'est pour vous montrer qu'on a pas mal de choix et donc pas mal de petites stratégies. Et on voit bien qu'en faisant glisser les morceaux de banquise, on va être dans la mécanique du taquin. Mais c'est pas du tout simple, il va falloir faire preuve de stratégie, avoir une petite vision de ce qu'il faut bouger, sachant qu'il y a des tuiles avec des petits phoques dessinés dessus sur lesquels on ne va pas pouvoir s'installer mais qui vont pouvoir bouger, qu'on va pouvoir faire glisser grâce au vent, et des tuiles rochers sur lesquelles on ne va pas pouvoir s'installer, on ne va pas pouvoir y faire sauter un ourson, mais on ne va pas non plus pouvoir les déplacer celles-ci. Oui, donc ce sont des obstacles sur le chemin de nos petits oursons. Ça va pas être si simple que ça en réalité, parce qu'on se rend vite compte que pour faire un chemin, et nous on s'en est pas forcément rendu compte à la première partie, on est parti à l'aveugle en se disant c'est un jeu pour enfants. On n'a pas été géniaux, on va dire. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Alors oui, effectivement, il y a une grosse part de hasard, mais malgré tout, il va quand même falloir bien réfléchir. Il y a certains moments dans la partie où on s'est retrouvé avec notre ours qui était ici, il fallait l'emmener là-bas, et entre lui et sa zone, on avait d'autres ours qui étaient bloqués, et on s'est retrouvé à devoir faire le chemin en arrière parce qu'on n'avait pas anticipé. Donc il y a vraiment une petite stratégie, en tout cas un plan à mettre en place. À la première partie, les enfants vont avoir du mal de toute façon, ils vont apprendre par l'échec. Ça fait partie de ce type de jeu. C'est vraiment une expérience empirique. En fait, on va pouvoir tester, se rendre compte que ça ne marche pas et faire mieux. Et c'est en cela que le mode solo, enfin la possibilité d'y jouer en solo, c'est vraiment intéressant parce que c'est là surtout que les enfants vont s'améliorer et acquérir une vision sur ce qui va se passer dans leur partie qui va les aider à déplacer le plus judicieusement possible leur tuile à iceberg. Et ensuite, il y a les lancers de dés. Alors les lancers de dés vont vous permettre ou pas de réussir l'objectif, parce que parfois, effectivement, on risque d'avoir très souvent la face du dé qui casse les morceaux d'iceberg, et si jamais on n'a plus de morceaux d'iceberg à casser, la partie est perdue. Donc c'est un élément, un générateur de hasard qui va alléger un petit peu le jeu, le rendre aussi moins complexe en termes de réflexion pour des enfants. Ils vont pouvoir avoir cette petite intensité. Quand on lance le dé, est-ce que c'est la fin du jeu? Est-ce que ça ne l'est pas encore? Est-ce que j'obtiens le bon résultat? Ça, c'est une mécanique qui marche toujours très bien. Oui. Et quand on est bien au point sur cette première disposition de tuiles, on va pouvoir se confronter à des dispositions un petit peu plus complexes. Oui. Et ben voilà, essayer d'être de plus en plus fort et vaincre la banquise pour sauver nos oursons. Vaincre le réchauffement climatique, parce qu'en fait, si tous ces morceaux de banquise se déplacent, vous le savez, hein, c'est évidemment la faute du réchauffement. Donc il y a une profondeur dans ce jeu, il y a un renouvellement. C'est un petit casse-tête dans une boîte qui est assez intelligente. Je remonte la couverture de la boîte, attention, tout se casse la figure. Ça s'appelle Ourson Taquin, et c'est la nouveauté qui vient de paraître chez Spaceco. On connaissait les Roll and Write, on connaissait les Draft and Write. Voici un, je sais pas, un plie and write. Cocher, plier, gagner. Voilà, and write. C'est un jeu dans lequel on va plier notre petite feuille. C'est la petite originalité qui nous est proposée par le jeu Hop c'est plié, un jeu qui est signé par Klaus-Jürgen Wrede et Ralf Kerfurst. C'est publié par Schmidt. Et nous allons donc cocher, nous allons avoir une petite feuille chacun. Tiens, voilà ta petite feuille chacun. Je te remercie. Voici la mienne. Comme dans un Roll and Write. On lance les dés. Exactement. Et on fait des choses avec. Donc là, c'est moi qui ai lancé le dé, je suis le joueur actif. Je vais commencer par choisir un dé. On voit que si je prends ce dé-là, je pourrais faire une ligne de 1, puis une ligne de 1, ou alors une ligne de 2 et une ligne de 3. Je vais prendre 2 et 3. Ah bah tiens, tu me laisses l'autre. Et je te laisse l'autre. Comme dans un jeu de Roll and Write, c'est souvent le principe de base. Tu choisis un dé, tu le gardes juste pour toi, et tous les autres joueurs, parce que ça peut se jouer à plus que 2, auront la possibilité d'utiliser le deuxième dé. Alors pour faire 2 lignes, en ce qui me concerne, ça peut être un seul numéro. Hein. Là, je pourrais avoir une ligne de 3. Ouais. Là, j'ai eu une ligne de 1 et une ligne de 1. Ces lignes doivent être horizontales ou verticales, en tout cas en ligne droite, obligatoirement. Et elles vont pouvoir recouvrir, vous le voyez sur nos petites feuilles, différents éléments. Alors parfois on a des bonus comme ce petit 2 qui est à cet endroit-là qui permet d'avoir une ligne supplémentaire qu'on va pouvoir tracer. Donc ça peut être intéressant. Et il y a des petits smileys. Ces petits smileys, il faut les recouvrir. C'est le cœur du jeu, c'est ça. Et dernière petite remarque quand même pour insister sur la mécanique de base, on est obligé de partir d'un des points de départ. On en a 4 en début de partie, ce sont dans les coins.
Ici, je vais montrer un autre exemple. Hein. Tu m'as laissé, on va dire que tu m'as laissé le 3. Sûr, bah oui, évidemment. Si jamais j'ai un 3, je fais 1, 2, 3. Déjà, j'ai recouvert un smiley. Et en plus, je termine par un point d'arrivée qui sera un point de départ pour la fois prochaine. Alors que moi, quand j'avais fait 1, 2, je recouvre un smiley. Et vu que j'avais ensuite un 3, je faisais 1, 2, 3 et un nouveau point de départ ici. Et donc, on multiplie à chaque fois le nombre de points de départ. On en a de plus en plus, donc on peut aller dans toutes les directions. Vous l'avez vu, la règle est très simple. On choisit un dé, on laisse l'autre aux autres joueurs. On essaye de recouvrir tous nos smileys. Pourquoi? Parce que dès qu'on a recouvert tous les smileys d'un carré, vous voyez qu'il y a plusieurs carrés, petits ou grands, on a la possibilité de... Ah, c'est la magie du jeu, c'est ça qui change tout par rapport à un roll and write classique. On a la possibilité de plier notre feuille. Ta-da-da-da-da-dam. C'est pas ce bruit là normalement. Non. Et quand on plie notre feuille, oh, il y a une petite étoile qui apparaît. C'est le but du jeu, ces étoiles. Tu sais que ça fait très téléchat ta manière de présenter. Oh, une petite étoile qui apparaît. C'est exactement ça. Il faut expliquer avec un peu d'entrain. Mais cher Martin, mais évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que cette étoile? Eh ben, il y a 5 étoiles dans le jeu. Une qui est déjà au centre du jeu. 4 qui sont autour du jeu. Il va falloir les cocher et les relier. Une fois que toutes nos étoiles seront reliées par des croix, stop! Hey! Oh! Hop! C'est plié, la partie s'arrête. Et donc, vous l'aurez compris, c'est une course dans laquelle on a donc 3 objectifs. Premier objectif, faire les plis pour faire apparaître toutes les étoiles, les connecter entre elles, toutes les relier, toutes les cocher, et on a gagné. Et donc, on a cette tension... C'est contagieux, t'accélères le rythme. Bah oui, mais ça fait très... Ça y est, là, on est à fond, on a une présentation qui est hyper dynamique. Pour seulement 5,95 €. Non, c'est plus cher. Enfin, je sais pas, c'est marqué quelque part. Et donc, on a vraiment cet aspect course avec cette tension qui s'installe. Nous, on l'a fait sur notre partie. Aline a gagné, mais à un tour près. Et j'ai même réussi à finir en même temps qu'elle. Sauf là, il y a une petite règle de départage qui fait qu'elle a gagné. Je l'ai laissé gagner, évidemment. Mais donc, voilà, on a ce côté très sympa de plier. Et tu l'as pas dit, mais on peut faire soit un petit pli. Oui. Soit, si on recouvre tous les smileys d'une zone, faire un grand pli. Il faudra choisir. Hein. C'est une question de stratégie. Là. Ouais. Par contre, si on fait un grand pli, évidemment, c'est un peu plus long, mais ça nous octroie à chaque fois un petit bonus. Et donc, les bonus, on les voit rapidement. Si, par exemple, moi, j'ai le bonus blanc, Martin y joue, il choisit le dé blanc, je peux quand même choisir aussi le dé blanc. On a la même chose avec le dé noir. Et l'autre bonus, on voit les plus 1 en noir et en blanc. En fait, je peux simplement rajouter plus 1 au dé que j'ai choisi. Par exemple, le 3, je peux faire un 4. Ce qui est relativement bien fait, c'est qu'on va pas avoir qu'un seul jeu. On en a plusieurs à l'intérieur, puisque vous avez le niveau d'entrée qui est très simple, qu'on vous a expliqué, mais vous avez un deuxième niveau, hop, avec des banquises, oui, avec aussi des morceaux de glace sur lesquels on va glisser, glisse-banquise un peu, tu vois. Ouais. Tu arrives sur le début d'une zone de glace, tu vas pouvoir faire plein de croix jusqu'à en sortir. On a un niveau suivant. Avec les extraterrestres. Avec des extraterrestres et la possibilité de tourner aussi et de se téléporter à des endroits différents de la fiche. Et enfin, le dernier niveau qui sera l'autre niveau qui va rajouter des règles de pliage, puisque finalement, les règles de pliage, on en a de base sur tout le jeu, mais on en a en plus sur le dernier niveau. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont assez peu utilisé le pliage. On se dit que ça va être quelque chose de très important dans le jeu, ça l'est, hein, ça fait partie du plaisir de jeu, le petit moment où on plie sa feuille, mais il y a peu de mécaniques qui l'utilisent. Mais toi, moi, je fais partie de ces joueurs qui ont été rassurés en fait quand j'ai joué, parce que dès que tu m'as parlé de pliage, moi, c'est une catastrophe. À partir du moment où vous pliez, tu sais, on avait déjà vu des jeux où il fallait plier les petits foulards, j'y arrive jamais, je comprends jamais ce que je fais. Là, c'est vraiment pas le cœur de la mécanique, c'est pas de se creuser la tête à comment je vais plier. Vous savez, les traits sont délimités, vous savez comment vous allez plier. Et bien là, quand on a plié les 4 coins, hop, on va retourner, on va jouer avec le dos du jeu, en fait, on va refaire des pliages. C'est ça, et si on a toutes les ampoules, on retourne sa feuille pour continuer à plier de l'autre côté. Exactement, oui, j'ai mal expliqué, t'as raison. Et donc voici l'originalité de ce jeu de roll and write. En termes de sensations, ça va être pas si innovateur en réalité. Les petits pliages, ça vous rajoute un petit côté ludique. Petit twist, c'est exactement ça, un petit côté rigolo. C'est plutôt une bonne idée puisqu'il y en a tellement des roll and write. Mais sinon, vous êtes quand même dans un système de course que bien trouvé. Honnêtement, moi je trouve ça très efficace en termes de roll and write, parce qu'il y en a plein des roll and write qui ne le sont pas nécessairement et qui n'inventent plus rien. Là, il y a un fonctionnement qui est efficace. C'est pas forcément des sensations nouvelles, mais ça marche bien. Mais en fait, je le dis à chaque fois, dans tous les roll and write qui sortent, quelle est la petite originalité qui fait que celui-là peut se démarquer des autres? Et bien là, comme tu le dis, c'est ce petit côté où on va plier sa feuille, qui est rigolo, qui rajoute un petit truc en plus, avec la surprise de hop, j'ai plié comme ça, en mince. Du coup, il faut que je réfléchisse à comment je vais essayer de relier mon chemin, avec vraiment cet aspect course qui est très tendu et très important. Donc oui, ça marche plutôt bien. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, il y a 2 ans, on avait réalisé une vidéo sur le jeu Stellar de Matt Riddle et Ben Pinchback. On s'était bien amusé. Ouais. Il y avait un petit défi, c'était, je crois, notre première vidéo de duel dans laquelle on s'affronte et le perdant devait passer une nuit à la belle étoile. Donc retrouvez la vidéo sur la chaîne.
vous verrez qui a passé la nuit à la Belle Étoile. Et comment il a passé la nuit à la Belle C'est Étoile. un très bon souvenir en fait, cette vidéo-là. 2 ans plus tard, sort un nouveau jeu dans la même gamme, Ecosphère. Il y a un point commun entre ces deux jeux, déjà c'est les mêmes auteurs, hein, Matt Riddle et Ben Pinchback. Et ce sont 2 jeux qui ont été faits en collaboration avec des revues scientifiques, puisque à l'intérieur de ces 2 jeux, on a des informations. Là, sur l'espace, ici, sur des écosystèmes. Sur les cartes, vous avez des petits textes d'ambiance qui vous expliquent ce que sont les forêts tempérées, le désert subtropical et plein d'autres écosystèmes, tout simplement, dans lesquels on peut vivre. Par exemple, la forêt tropicale humide, la pluviométrie annuelle peut atteindre les 10 mètres. Eh ben oui, c'est vrai ça. C'est intéressant. Bah oui, si c'est marqué. Vous apprenez des petites choses comme ça supplémentaires qui peuvent être instructives, utiles non, parce que ça ne fait pas partie de la mécanique de jeu derrière. C'est un jeu assez mécanique dans lequel vous allez faire des collections de cartes pour marquer, c'est important, Des points. un maximum de points de victoire. Alors sache que j'adorerais moi ça, la toundra arctique. Dans certaines régions arctiques, la nuit peut durer presque 6 mois. Et t'aimes bien ça la nuit? Ah moi je suis plutôt oiseau de T'as les nuit, volets ouais. fermés tout le temps, donc de toute façon tu sais pas quel temps il fait. Donc ce problème, il fait toujours nuit chez moi. Donc Oui. tu vois, ça serait bien là. Donc, bah, Pas besoin de fermer les volets. Économie d'électricité. Comment ça marche ce jeu? C'est très simple. Alors, c'est très simple. Il y a quand même un petit casse-tête au niveau du scoring. On va vous en parler rapidement. Mais la règle en elle-même est plutôt simple. On commence avec 3 cartes en main. À mon tour de jeu, j'ai la possibilité de poser une carte. On va regarder comment sont faites ces cartes. On a à chaque fois des numéros ici qui correspondent à des numéros de cartes. Si je décide par exemple de poser la numéro 5, je la pose en 5. Et là, je vais à chaque fois avoir 2 choix. Soit je récupère des cartes qui sont placées à gauche de ce que j'ai placé, soit je récupère des cartes qui sont à droite. Si je récupère des cartes à gauche, par exemple, je vais prendre ces 2 cartes-là, elles viennent dans ma main et j'en pioche une supplémentaire. Et là, le petit symbole ici nous l'indique. Si j'avais pris par contre les cartes à droite, donc là, il n'y a que celle-ci, eh bien, elle ne vient pas dans ma main, je la pose devant moi. pour le scoring. Pour le scoring. Exactement. Et on les pose dans l'ordre, c'est-à-dire que tu commences par la gauche et après tu vas pouvoir compléter en mettant des écosystèmes différents. Si tu poses le même écosystème, ça sera à la suite dans la même colonne. Voilà, donc par exemple, plus tard, si j'ai une carte que je récupère ici, ça sera comme ça. Là, j'ai un 3e écosystème, on voit bien que c'est des symboles différents. Si plus tard, je récupère celle-ci, comme tu disais, elle s'ajoute cette fois-ci en bas. Avant le tour du joueur suivant, on va compléter les colonnes qui sont vides en mettant une nouvelle carte. Et il faut qu'il y ait au moins 2 colonnes qui possèdent au minimum 2 cartes. Là, il n'y en a qu'une, donc j'en tire une autre. C'est le numéro 2, je le mets dans la colonne 2. Puis c'est au joueur suivant. Il va à son tour soit ramasser les cartes qu'il va poser dans sa main, soit compléter sa collection. Alors, le système est très simple, hein, en réalité. On va aussi avoir de l'opportunisme, puisqu'on va choisir en fonction des cartes qui sont disponibles à notre tour. Ça peut arriver qu'il y ait des colonnes qui comportent 3 cartes, et donc ça peut valoir le coup de les prendre, de les mettre dans sa main pour avoir des numéros variés, avoir plus de disponibilité parmi les prochaines que l'on va prendre. On va essayer de s'adapter à ce qui arrive, aux collections qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on va vous parler du scoring. Très rapidement sur le scoring. Je suis en train de faire quelques petits exemples, mais on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir plusieurs écosystèmes différents. Vous allez faire des lignes d'écosystèmes. Plus elle est longue, plus elle vous rapporte de points. Mais ensuite, on va également regarder les colonnes qui comportent le plus grand nombre de cartes. Si jamais là, tu as fait un assez mauvais tour, parce que tu as 2 colonnes qui rapportent le plus grand nombre de cartes. Mais non, mais surtout, essaye de faire une colonne plus loin, parce que c'est dommage. Oh, tu veux que je triche à fond? Ben oui. Allez, je triche à fond. Exactement. On va compter que tes 2 colonnes qui ont le plus grand nombre de cartes. Celle-ci, c'est la première. Donc, 2 fois 1, ça fait pas beaucoup de points. Par contre, celle-là, c'est ta 5e. Il y a 3 cartes fois 5, puisque c'est la 5e. Ça fait beaucoup plus de points. Vous l'avez compris. Vous allez essayer de prendre des cartes identiques à vos colonnes les plus éloignées, sauf que vous ne les avez pas en début de partie. Il faut réussir à temporiser, il faut jouer en fonction. Il y a de la stratégie, mais il y a pas mal d'opportunisme dans ce jeu. Et là, on voit, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il faut savoir qu'il y a au total 8 écosystèmes différents. Donc si j'avais réussi à avoir une ligne de 8, ça me faisait 36 points. Après, on regarde ma deuxième ligne, bah, j'en ai plus qu'un. Donc là, ça faisait 1 point, 37 points. Et ensuite, on comptait, comme tu disais, les colonnes. Et c'est là qu'on voit que on a un côté très thématique sur les cartes, les informations qu'on va avoir. Mais par contre, le jeu en lui-même, c'est vraiment très mécanique. Je pose des cartes, je récupère des cartes. Et j'ai ce casse-tête de fin de comment j'essaie de faire mes lignes et mes colonnes pour marquer un maximum de points. C'est très bien que tu insistes dessus, parce qu'il y a clairement des joueurs, et de plus en plus, qui sont très sensibles au thème et qui ont envie de jouer avec le thème. Là, c'est pas le cas. Moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, ça me pose aucun problème d'avoir des jeux qui ont un thème, à la limite, assez amusant, assez original. Et peut-être que ça devient de moins en moins original, ce type de thème, parce qu'effectivement, dans les jeux de cartes, on a beaucoup des thèmes naturels maintenant. C'est très à la mode, c'est très en vogue. Celui-ci en fait partie. Mais c'est plutôt agréable. C'était le même cas sur Stellar, le premier jeu de la gamme. C'était pareil, on avait un thème fort, mais par contre, c'était un jeu qui était très mécanique. Et moi, en off, je te parlais d'un jeu qu'on avait beaucoup aimé, qui s'appelait Pyramids.
chez Oui, Yellow. chez Yellow. C'est pareil, c'est un thème égyptien, alors qu'en réalité c'est un jeu très mécanique, mais ce qui nous empêche pas de passer Ouais, de mais très là- bons moments. Quand même, dans Pyramide, on faisait une pyramide. Ah, oui. Non, mais là, tu fais pas du tout un écosystème, en vrai. Donc, bon, c'est un détail. Là, on est en train de bifurquer complètement en dehors de l'explication du jeu. Nous vous avons expliqué assez rapidement le principe d'écosystème. Je ressors Stellar aussi, puisque ça fait une belle petite Écosphère. collection. Écosphère, oui, pardon. C'est de la même gamme que Stellar. C'est le même genre de jeu aussi. La grande différence entre les deux, c'est que Stellar, ça se jouait uniquement à 2 joueurs. Écosphère, ça va jouer jusqu'à 4, c'est ça? De 2 à 5. À 5 joueurs. Je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo news, cette semaine il y a Tigre et Euphrate qui sort sur la plateforme Board Game Arena, on peut y jouer en ligne. C'est un excellent jeu de Rainer Knizia, ça m'a fait penser à un autre jeu qu'il avait signé, Through the Desert, c'est bon l'accent à peu près? Non, pas terrible, mais c'est pas Ça grave, va. je fais ce que je peux. Durch die Wüste, si je me trompe pas en allemand, puisqu'on y a beaucoup joué en allemand quand il est sorti. Et bah, je me suis dit, tiens, ça me fait envie, j'ai envie de vous ressortir ce jeu-là. Et Aline, je crois que tu ne le connais pas spécialement, on n'a pas préparé cette séquence à Non, l'avance. je le connais pas. Donc je vais en profiter, on va ranger Tigre et Euphrate et je vais en profiter. C'est un rangement très pratique, c'est tout prêt. Voilà. Je vais en profiter pour vous expliquer ce jeu. Vous voyez que j'en ai 2 boîtes, j'en ai retrouvé 2 dans le chalet. La boîte avec laquelle j'ai pas mal joué, celle que je m'étais procurée, il y en a une seconde qui est rigoureusement identique à l'intérieur en ce qui concerne le matériel. Je vais regarder quand même le plateau, il doit être un petit peu différent. Non, je crois que les tuiles sont un peu différentes. Vous voyez, c'est toujours sous cello. Non, il est plus joli celui-ci. Hein. On a un plus joli plateau. On a des tuiles qui sont différentes, mais en ce qui concerne les jetons, regarde, tu peux le voir, ce sont les mêmes. Et ben, on va peut-être le faire gagner ce jeu, parce qu'il ne doit pas être si facile à trouver. Moi, je n'ai pas besoin d'en avoir 2 versions. On va peut-être vous faire gagner la plus belle version, celle-ci qui est encore sous cello. Je vais garder celle avec laquelle je joue régulièrement. Ça sera pour une prochaine vidéo news. On le mettra dans la boîte mystère, si tu es d'accord, Aline. Ah oui, moi, je suis te demande d'accord. l'autorisation quand même. On enlève une pièce du musée. Tu vas voir que ça s'inspire un petit peu du jeu de Go. Mais on en voit moins souvent des jeux comme ça, et moi j'adorais ce type de jeu. Les jeux où il y a une confrontation directe avec une part semi-abstraite dans le jeu, même complètement abstraite là pour le coup, parce que tous les éléments sont visibles en début de partie. Et ce type de jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Ce sont des sensations qu'on retrouve moins souvent dans les jeux modernes qui paraissent aujourd'hui. Et je trouve un petit peu... C'est un peu dommage, parce que j'aime vraiment bien moi ce type de jeu. C'est ce à quoi sert cette rubrique dans la vidéo news. Je te l'explique très rapidement, Aline, et puis je vous l'explique par la même occasion. C'est un J'ai vu jeu... qu'on avait des petits cavaliers du désert. Exactement. C'est quoi, des Touaregs, des... Moi j'ai besoin de l'histoire. Hein. Oui, bah c'est ça, ce sont des Touaregs qui font des caravanes. Nous allons faire des caravanes dans le désert, et comme dans le jeu Est-ce de qu'on va Go... traverser le désert par hasard? Exactement, c'est marqué sur la boîte. Comme dans le jeu de Go, on va faire des zones qu'on va refermer. Si on D'accord. referme une zone, tu vois qu'il y a plein de petites oasis qui ramènent des points de victoire. Si à un moment, j'arrive à faire toute une zone avec les cavaliers de cette couleur-là, j'aurai la possibilité de ramasser tout ce qu'il y a à l'intérieur déjà, et je marquerai également un point en fin de partie pour toutes les cases qui seront à l'intérieur de cette zone. Donc déjà, ça, c'est un chouette objectif en soi. Ensuite, il y a d'autres objectifs. Quand on fait passer un chameau sur l'un de ces marqueurs oasis, on prend les points. Ça fait un scoring en fin de partie également. Quand on touche une oasis avec l'une de nos caravanes, on prend un jeton 5 points, un jeton oasis. Et enfin, les joueurs qui ont la plus longue caravane de chaque couleur vont marquer le jeton 10 points de victoire qui correspond à cette caravane. Au début de la partie, chacun va poser ses 6 leaders. Donc je commence, je pose le mien, après c'est à toi de te placer quelque part. Vous voyez qu'il y a des zones de jeu en fonction du nombre de joueurs qui seront présents autour de la table. On place tous nos personnages chacun à son tour. On ne peut pas être déjà collé à un palmier, on ne peut pas être collé à un adversaire, il faut garder un petit peu d'espace. Donc on va essayer de se mettre de manière suffisamment astucieuse pour... Ah là, je sens toute l'astuce. Voilà, pour anticiper, là on joue n'importe comment, mais normalement on essaye d'anticiper les zones que l'on va faire. Par exemple, je me place là, tu vois, on imagine que toute cette zone-là, je vais pouvoir la fermer, je vais marquer plein de mais points. peut-être que je vais aller Donc par- directement, peut-être que tu vas te C'est placer exactement ce que là. j'allais faire, mais c'était ton tour. Voilà, exactement. Bon, on va tout faire là, on va pas faire tout le jeu. Et ensuite, une fois qu'on a placé tous nos éléments, donc là c'est une disposition pour 4 joueurs et on n'a mis que des éléments pour 2, on va commencer, chacun à son tour, par placer deux chameaux pour continuer une de ces caravanes. Donc 2 chameaux peut-être dans la même couleur, tu vois là je pourrais prendre ces 2 scoring parce que j'ai drôlement bien joué quand même. Ou alors, on a la possibilité également de mettre 2 couleurs différentes.
Oui, là tu fais la même couleur aussi, mais tu pourrais prendre 2 couleurs différentes. Tu pourrais jouer un vert et un jaune pour continuer une autre caravane et commencer à te positionner, essayer de marquer des points de victoire et puis fermer des zones. Ça fait partie des objectifs que l'on a. C'est tout. En termes d'explication du jeu, on a déjà fini, on est prêt à se lancer dans la partie. Il peut directement y avoir de la tension parce que chaque élément que l'on place est stratégique. Ça fait partie des jeux dans lesquels on va jouer en permanence et on va réfléchir en permanence. On va serrer les fesses aussi en permanence en fonction des choix de ses adversaires. Et c'est des sensations que j'aime vraiment bien. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu à Fjord qui est sorti cette année et qui est aussi un jeu où on va placer des éléments en espérant avoir une occupation de zone la plus importante possible. Mais dans Fjord, comme dans ce jeu-ci, j'ai l'impression que si tu joues à 2, tu vas pas du tout faire le même jeu que si tu joues à 3 ou 4. Moi, j'avoue que j'aime bien y jouer à... alors à 2, ça va être très silencieux finalement parce que si on est bavard, on peut discuter d'autres choses, mais en tout cas... ce que l'on va dire ne va pas forcément influencer notre adversaire dont le seul but est de faire un meilleur score que nous. Si tu joues à 3 ou 4, il peut y avoir des alliances de circonstances, on peut essayer d'influencer quelqu'un contre lequel on n'est pas en train de jouer. Par exemple, je donne un exemple très précis, moi je suis dans une zone contre un adversaire, je peux pousser un autre qui n'est pas du tout dans cette zone-là, mais qui joue contre le même joueur sur une autre zone à essayer de le mettre en danger, ce qui fait que peut-être qu'il va me laisser tranquille quoi, sur le truc que je suis en train de construire. J'aime bien y jouer à 3, éventuellement 4, on peut y jouer à 5 joueurs, là je suis moins client, moi. À 5 joueurs ça me parle un petit peu moins parce que pour le coup on maîtrise plus grand chose, on verra bien ce que le score va donner, mais ce sont vos adversaires qui décident de votre possibilité de vous étendre. À 2 ça me dérange pas non plus, mais c'est pas du tout le même ton. Est-ce que maintenant que je t'ai expliqué les règles, ça y est, tu connais les règles, j'ai plus besoin de te les réexpliquer, est-ce que tu es partante pour faire une petite partie? Oui, c'est le genre de jeu qui m'intéresse bien. En fait, c'est rapidement expliqué. On sent qu'on va pouvoir se concentrer sur notre petite stratégie de placement. Je pense que c'est le genre de jeu que j'aimerais bien faire avec mon fils. Ah oui, très bien. On va se trouver une soirée où on se fera ça ensemble. Ça s'appelle Through the Desert, je sais pas le prononcer, Aline, dis-le pour moi. Durch die Wüste. Voilà. T'as dit Wurst? Die Wüste. Oui, c'est un jeu de Rainer Knizia. Si vous ne le connaissez pas, et si vous avez l'occasion d'y jouer, il doit se trouver de toute manière. N'hésitez pas. Je pense que vous avez une bonne idée, on vous a expliqué le fonctionnement. Vous savez, à mon avis, si ce jeu peut vous plaire. On arrive à la fin de cette vidéo news. On avait dit qu'on reparlait un petit peu de Paris Ludique. Notamment la patate d'or. Et oui, il est revenu à Sophie Gravel, donc j'étais très content de la lui remettre. Alors, c'est pas moi qui lui ai décerné, c'était le lauréat de la fois précédente. J'ai failli dire l'année précédente. Non. Il y a eu 2 années de moins. Alors, en 2 mots, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, parce qu'il y a encore des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas la patate d'or. Tout le monde connaît la patate d'or, c'est le prix ludique. C'est un prix qui a été créé il y a un certain temps maintenant, puisque c'était la 8e qu'on remettait cette fois-ci. Et ça récompense une personnalité. Il n'y en a pas de prix qui récompense des personnalités, ça manquait. Donc on a eu cette idée-là lors de Paris Ludique il y a quelques années maintenant. Et chaque année, le lauréat de l'année précédente remet à une personnalité majeure qui a compté pour lui. Donc il y a un petit côté copinage, si on a envie de le dire avec... mais il n'y a pas de connotation négative. C'est du copinage vraiment positif parce qu'il n'y a rien à gagner si ce n'est le plaisir de récompenser quelqu'un et de rendre le palmarès de en plus prestigieux. Régis Bonsey qui l'avait gagné en 2020. Mais du coup, il l'a eu pendant longtemps. Il l'a eu très longtemps. Je pense qu'il va avoir le record. Exactement. Il l'a remise. Régis Bonsey, vous connaissez, c'est l'éditeur de Libellude à l'origine qui a créé le papa du jeu Seasons, notamment. Donc Libellude Dixit. Et c'est l'auteur aussi de Seasons, de Dice Forge. Il a fait 4 jeux, Régis Bonsey. T'arriverais à les citer les 4? Seasons. Ouais. Dice Forge. Exactement. J'en ai fait 2, toi les 2 autres? Les 2 autres, c'est le même jeu en réalité. C'est Himalaya. Ouais. Et la deuxième version Lord of Xidit. Lord of Xidit. Excellent jeu. J'espère qu'il est toujours disponible, j'en suis pas sûr en fait, parce que j'aime beaucoup. Il a fait que des bons jeux. Ouais, c'est ça. Et donc il a remis le prix à Sophie Gravel. Elle n'est pas si connue que ça, c'est ça qui m'a surpris. Quand on lui a remis le prix, il y avait des gens qui s'étaient regroupés pour regarder comment ça se passe et qui m'ont demandé après, mais c'est qui Sophie Gravel? Alors on l'a expliqué pendant, donc je n'ai pas dû très bien écouter. Il s'agit de l'éditrice qui a fondé Philosophia au Québec, mais également en France, parce que Philosophia, c'est une boîte qui a énormément compté pour plein de joueurs. Si on regarde autour de nous, est-ce que tu vois des jeux Philosophia, pour en citer quelques-uns quand même? Il y en a plein là. Oui, Dominion par exemple, qui est arrivé en France grâce à Philosophia, Un monde sans fin qu'on voit juste au-dessus, les colons de Catane quand même. C'est pas rien comme jeu. Puerto Rico, Pandémie. C'est un jeu Ravensburger en fait, mais pendant longtemps c'est Philosophia qui le distribuait en France. C'est une des curiosités, Pandémie évidemment. Il y a quand même beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui, on peut le dire, des classiques.
Donc Philosophia, c'est quand même une mise en édition qui a compté. Qui a compté, qui a fait énormément de traductions, mais au bout d'un moment, ils ont également publié des jeux qu'ils ont édités eux-mêmes. Il y en a eu quelques-uns. Et puis, ça a été revendu à Asmodée. Sophie Gravel a refondé derrière Plan B, qui a cette fois-ci fait beaucoup moins de localisation, mais de l'édition, notamment Azul. Ce que je veux dire, voilà, pour n'en citer qu'un, Azul. Succès énorme. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi dans Pretzel Games, il me semble que c'était à elle également. Elle a revendu à Asmodée. Aujourd'hui, elle s'occupe de Zenman Games. Donc c'est vraiment une personnalité majeure du monde du jeu dont on ne parle pas assez. Et c'était l'occasion aussi de la mettre en avant. Et puis on est content que ce soit une femme. Alors c'est pas pour ça qu'elle a gagné le prix du tout, évidemment, mais c'est la première femme qui remporte la patate d'or. Je le cite, mais à chaque fois j'ai une hésitation, tu vois, à citer en disant c'est la première fois parce que ça donne l'impression. Et là, je vais être très honnête, je me suis même demandé si j'allais pas te couper en fait pour te dire on garde pas ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui il faut que ce soit une normalité, c'est une femme très bien. Mais est-ce qu'on a besoin de en même temps, on est content aussi d'avoir des femmes parce qu'il n'y en avait pas encore au palmarès. Donc juste le fait de dire ça, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Ouais. On a d'autres actualités, j'en ai noté quelques autres. Nous avons le Hit Parade, vous allez pouvoir voter pour votre jeu préféré. Nous allons réaliser une émission qui sera diffusée sur notre chaîne et qui sera tournée en direct sur Twitch, dans laquelle nous dévoilerons le Hit Parade de vos jeux préférés des 3 derniers mois. C'est toujours un moment d'échange qui est précieux. J'aime beaucoup, moi, cette émission, l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur des jeux qu'on a bien aimés lors des semaines précédentes. Donc si vous voulez voter, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Il faut rejoindre notre Discord en réalité, et c'est là que vous pourrez participer. On fait c'est pas une sélection en fait, vous pouvez participer naturellement, mais on a envie quand même que les gens fassent la démarche et pas qu'ils votent comme ça sans s'être renseignés sur le fonctionnement pour pas que ce soit des votes bidons tout simplement. Mais bien sûr. Et tant qu'on a à voter, vous pouvez également voter sur le jeu Cubosaur. On a fait un duel, donc Aline, Martin et moi-même. Et donc, n'hésitez pas à voter pour qui, selon vous, va remporter le jeu. Alors, c'est plus qu'un vote, là, c'est pour nous soutenir, en réalité. On a besoin de supporters. Moi, j'ai besoin de supporters. Oui, toi. Bah oui, vraiment. Mais complètement. Toi, t'as plein de gens qui t'adorent, c'est bien. Tu dis ça exprès pour que les gens votent pour toi et pas pour moi. Oh, le petit joueur. Ça marche pas. On verra. Tu as une cohorte de fans incroyable quand on fait ces votes-là. Et nous allons passer à la finale de la boîte mystère. J'ai trouvé une urne dans le local. Donc, on a mis à l'intérieur les noms de tous ceux qu'on a tirés au sort. Moi aussi. Non, on va les remettre. Sans déconner. Les gens qu'on a tirés au sort lors des précédentes émissions. Vous savez que chaque semaine, on tire un certain nombre de nos abonnés, de ceux qui nous soutiennent, qui nous sponsorisent. Vous êtes pas mal maintenant à avoir été tirés au sort. Il en reste un. Faut mettre tout le monde. Ah oui. Et ben voilà. Après, il sait pas qu'il aurait pas pu te tirer. C'est Nati qui aurait pu. Ouais, il aurait pu ne pas être. Attends, mais oui, j'ai pas mélangé. Alors tu mélanges. Je sors la boîte mystère. Une des personnes qui nous a soutenus et qui a été tirée au sort va gagner tout le contenu de cette boîte mystère. On rappelle c'est une sacrée belle ce qu'il y a à l'intérieur. Le jeu des catapultes, c'est un chouette jeu pour jouer en famille. Sache-le, j'ai déjà le nom du ou de la gagnante. Que tout le monde adore sauf moi, mais quand même, c'est pas une raison. Le roi, c'est moi. Un jeu qui est publié par Orilium, je ne vais pas citer tous les auteurs et tous les éditeurs à chaque fois, Osirium, Magnum Opus, on a la petite collection de jeux de Corentin Lebras, Connect Team, Las Vegas, Mia London, Trek 12, Le Tapis de Dés, c'est également un jeu de Corentin Lebras et pas que, de Bruno Catala en ce qui concerne celui-ci en particulier. Un autre jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière, c'est Oh My Brain. Nous avons Detective Family. Chouette, qu'est-ce que j'aimerais gagner cette boîte mystère, évidemment. T'as déjà tiré le nom? Oui, je t'ai dit, j'ai déjà le nom du ou de la gagnante. C'est toi qui tires le nom, sous quel prétexte? C'est comme ça. Et moi j'aurais pu le tirer, j'aurais eu quelqu'un d'autre, sans doute. Est-ce qu'on l'a... certainement, si tu tires quelqu'un, ce sera quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenus pendant cette boîte mystère. Donc comme on l'a dit en début d'émission, on remet toutes les choses à zéro. La semaine prochaine, on aura une nouvelle boîte mystère qui va démarrer. Et en attendant, le ou la gagnante de cette boîte mystère se nomme Trader ou Trider, T-R-I-D-E-R, son nom s'affiche. Bravo à toi et merci pour ta participation. On va te demander ton adresse et on va t'envoyer tout ça. Ça fait un chouette début d'été. Et j'ai pas mis de dessin cette fois-ci dans cette boîte mystère parce que des fois je mets un dessin perso, un original. Dans la prochaine, j'en mettrai un. Très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une chance d'être tiré dans la boîte mystère. Je suis racoleur, tu vois, j'essaie d'avoir des abonnements, on en a absolument besoin. C'est d'avoir des abonnements, t'essaies d'avoir des votes sur Cubosaur. Exactement. C'est fou ça. Bah oui, on a envie de continuer à faire ce qu'on fait. On a besoin de vous. Et on arrive à la fin de notre vidéo news. Cette fois-ci, elle est terminée. On vous donne rendez-vous
la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo news fabuleuse dans laquelle nous allons vous présenter plein de jeux incroyables et tu nous as dit que tu ferais un striptease. Non. Non. Ah, je j'ai l'ai pas confondu. dit. Non, c'est notre émission. Oui. Je sais plus. Je pense. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper notre actualité et on vous dit à À bientôt.